La fin de Couleur Tropicale est difficile. Pour moi, entreprendre, c'est pas juste faire du business. J'ai un vrai problème avec l'argent. Il faut mettre un terme au ministère des Outre-mer si les originaires d'Outre-mer sont français. À ce moment-là, j'ai eu envie de démissionner. J'entends un jour ma mère en train de regarder une vidéo de toi qui parle d'une grève de la faim. J'ai fait une connerie. L'idée, c'était pas de faire un robinet à musique comme cette radio est devenue aujourd'hui. La radio, pour moi, c'est fini. Nous sommes responsables de la montée de l'extrême droite en France. Pour que la République soit respectée de tous, elle doit être respectable pour tous. Lorsque vous avez Bali Bagayoko qui est élu à la tête de Saint-Denis Pierrefitte, on a le sentiment que ce sont des étrangers qui ont voté pour lui. Pour moi, la grande France, elle n'existe pas encore. D'accord. De quoi te sens-tu responsable ? De ne pas avoir été suffisamment présent pour mes enfants, mes filles et garçons. Quoi ? Claudiciard président ou pas ? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. On est très fiers de pouvoir vous présenter ce programme parce qu'on savait qu'il fallait qu'il y ait une dimension média autour de ce club. Qui de mieux que Claudiciard pour venir parler, faire une petite entrevue avec nous. Il faut savoir que Claudiciard est notre parrain, le parrain de Nagalisco, et il a été une inspiration de par son travail, mais également une aide précieuse pour toutes les étapes de développement de ce club. On va parler avec un Claudiciard entrepreneur, là où la plupart des gens le connaissent comme un homme des médias et un homme politique. Claudiciard, c'est un chanteur, c'est un entrepreneur, c'est un journaliste, un présentateur, directeur média également, comme New World TV, et aujourd'hui à l'initiative d'un mouvement citoyen appelé Génération Consciente. Claudiciard Nagalisco, ça démarre tout de suite. Ok, toutes les caméras tournent de toute façon là, c'est bon. Génial. Claudie. Terry. Tonton Claudie, c'est génial de pouvoir te recevoir. Je dis te recevoir même si j'ai l'impression que tu es limite presque plus chez toi ici que moi. C'est vrai. Un peu quand même. Question d'âge ou pas ? Bah peut-être aussi. Question d'âge, d'ancienneté même dans la relation avec ma famille finalement. Oui. Parce que tu connais ma mère depuis bien plus longtemps que j'existe. Oui, et te dire que je t'ai tenu, ta je sœur savais et toi, Alison et toi, je vous ai tenus tous les deux dans les bras. Oui, vous aviez quoi ? Vous deviez avoir quelques jours ou quelques semaines, enfin un truc comme ça. Donc voilà. Coup, ça doit te faire particulier quand même. Attention aux questions que tu risques de me poser. Bah justement, c'est que c'est plus difficile, j'ai l'impression. Oui. Parce que y a le côté, j'ai envie de t'interviewer. J'ai vu plein d'interviews que tu as pu faire. Je suis journaliste, donc je connais mon métier. Oui. Mais c'est plus difficile parce que il y a cette relation, il y a aussi ce mentorat, j'ai envie de dire, parce que tu as toujours été une personne qui m'a inspiré et qui a participé aux différentes étapes de ma carrière. Donc là, pour la première fois, je vais pouvoir t'interviewer. Ah, hier, j'étais pas bien. Non, mais alors, ce que tu dis est compréhensible, naturel. Moi, j'ai ce problème-là avec les membres de Cassav, par exemple. Bien sûr. Dont je suis très proche, de Jacob, évidemment, Jocelyne, Jean-Claude Nemrod. Et lorsque je suis en leur présence, j'ai une émotion particulière. Parce que en 85, j'étais là, 84, 85, 86, et je les ai vus grandir. Ces gens-là m'ont apporté une fierté, envie d'être, envie de me réaliser, me dire que c'est possible, envie d'entreprendre, envie de faire plein de choses. Donc je peux comprendre. Mais justement, on va parler d'entrepreneuriat parce que, comme je te le disais à l'instant, c'est que y a beaucoup d'interviews de toi. Même plus récemment, il y a des interviews où on va dans un aspect un peu plus personnel aussi sur l'homme derrière l'homme de médias et politique. Mais du coup, je me suis dit, on va essayer, étant donné qu'on est sur Nagalisco et qu'on est dans cette ambition de créer un club d'entrepreneuriat autour de la question afro, je me suis dit faut qu'on se concentre aussi sur l'homme d'argent, l'homme le producteur, l'homme qui crée des entreprises, qui crée des jobs. Et justement, ma première question, elle va être sur ces différents jobs parce que tu as
collaboré avec un certain nombre de personnes pendant ces 30-40 ans de carrière. Vas-y, continue. Et du coup, 50, 70, c'est 100 ans de carrière. Et il y a eu des personnes qui ont été très importantes. Et à un moment, tu as dit quelque chose dans une interview que j'avais trouvé assez intéressant, c'est que tu parlais de l'importance d'une productrice que tu as perdue en 2018. Et j'aurais voulu que tu me parles un petit peu de ça, de l'importance de son cercle proche, parce que tu as travaillé pendant très longtemps avec cette personne. Ouais. C'est Charlotte Delachaux. Elle était pour moi comme une sœur. Elle a même été aussi un peu ma belle-sœur, puisqu'elle a été avec mon frère pendant quelques temps. Et Charlotte, c'est un copain réalisateur qui réalisait Téléfoot pour TF1 et qui me dit, il faut que je te présente une personne, c'est une de mes amies, je suis sûr que vous allez vous entendre tous les deux, elle a envie de faire plein de choses, c'est une productrice, elle s'est occupée de Vanessa Paradis, elle a fait plein d'émissions avec Dominique Cancien à la télévision, TF1, France Télévisions et tout ça, je suis sûr que vous allez vous entendre. Et je rencontre Charlotte, on prend un café ensemble. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure, on se dit, vas-y, viens, on fait des trucs ensemble. Génial. Et on s'est mis, mais on va dire, on va créer notre propre société. Au début, notre société, on voulait l'appeler, c'est moi qui avais trouvé le nom, ou Charclos ou Clochard. Char pour Charlotte, Clos pour Claudie. Et on s'est dit, on va peut-être pas faire ça. On va peut-être pas faire ça. Et notre boîte, la première s'appelait SCDC, donc Siar Claudie Delachaux Charlotte. Et notre seconde société était Regarde ta télé. Oui. Voilà. Et on a fait des choses extraordinaires ensemble, sur l'Afrique, en France également, puisqu'on a travaillé pour France Télévisions. On a conçu et produit le Claudie Show. On a fait une cérémonie des Molières également. Et puis, on a donné naissance à la première compétition musicale télévisée en Afrique, au moment où tout le monde parlait de la Starac. The Voice n'existait pas encore. Et on a créé Africa Star au Gabon, grâce au Gabon. On a créé Africa Star et ça a été un boom en Afrique qui était même diffusé sur France Télévisions, sur France O à l'époque. Compétition musicale avec plusieurs pays, des artistes, la mécanique que l'on connaît, mais avec du panafricanisme. Mais alors attends. Je vais trop loin. Non, mais justement, parce que j'ai vu tellement d'interviews que je vois maintenant comment fonctionne ton cerveau. Bah déjà, la relation personnelle fait que je te connais un petit peu. Et mais il y a quand même un truc que je voudrais comprendre. Tu es donc il y a une carrière d'abord un petit peu plus artistique, du coup théâtre, danse. Mais ensuite, tu vas vers la radio. Il y a des rencontres qui ont fait que. Ça, je l'ai saisi. Et je pense que la plupart des gens aujourd'hui connaissent un petit peu cette partie de ton histoire. Mais ce que je veux comprendre, c'est pourquoi créer une société de production. Pourquoi finalement ne pas être entre guillemets juste animateur? Pourquoi avoir cette nécessité de produire? Est-ce que c'est une nécessité? Est-ce que c'est quelque chose que tu savais qu'il fallait le faire? Pourquoi? Écoute, pour la première fois, tu me permets de parler d'entrepreneuriat et pour la première fois, je vais parler de la première société agence artistique que l'on a créée. À l'époque, je pense que j'avais 18 ou 19 ans. Avec mon cousin Patrick Rocher, on a créé une boîte qui s'appelait Mira. On est à ce moment-là, donc on est en 83, fin 82, 83. Et l'idée en Italie, on voulait des danseurs noirs, des musiciens noirs. C'était sur les plateaux de télévision. Moi, j'avais dansé parce que j'étais danseur à la base. J'ai dansé sur les plateaux de télévision, dans les boîtes de nuit, grâce à un homme extraordinaire qui s'appelle Baby, qu'on appelle Baby Show, un chorégraphe martiniquais, un homme extraordinaire et qui vit aujourd'hui encore en Italie. Et donc, je dis, OK, je vois qu'il y a une opportunité. Et j'en parle à mon cousin, et je lui dis, viens, on monte une agence, et on fait partir des artistes là-bas. Et on a fait partir des musiciens, je pense à Christian Gézoff, flûtiste martiniquais. On a fait partir, je pense à Catherine Lopa, qui était danseuse de Cassave. Et je me souviens un jour, on lui dit, écoute bien, on est en 83, et on lui dit, bon, il faut que tu partes là, c'était pour Bologne, on avait un contrat à Bologne. Et elle nous dit non, malheureusement, je ne peux pas partir parce que j'ai mon groupe, avec mon groupe Cassave et tout. J'ai fait quoi, Cassave? Elle me dit oui, on a un spectacle. Je lui ai dit attends, moi je te propose un truc en Italie. Toi, tu me dis que tu veux aller avec ton groupe. Cassave. Et on en a souvent parlé en privé. C'est la première fois que j'en parle en public. Et j'étais très con parce que quelques mois après, je
comprends qui est Kassav. Il n'y a pas encore Zoukla Selmedi Monouni, il n'y a pas encore tout ça. Et je me dis, waouh, je prends une claque parce que identitairement parlant, ça me parle. Et voilà. Et donc, c'est comme ça que ça commence. C'est par cette première agence. La Donc, première il y avait déjà boîte, une volonté. Et là, tu as 18-19 ans. Ouais, oui, puisqu'on est en 80. Oui, on est en 83. Ok. Fin 82, 83. Et j'ai cet âge-là. Ouais. Donc, tu avais déjà cette mentalité entrepreneuriale. Tu savais que si je veux bosser, il faut que je crée ma boîte. Il faut que. Et donc, tu te retrouves sur RFO, je crois, à ce moment-là. Oui, alors avant ça, il y a les premières radios associatives. Il y a tout mais là, ça. tu crées pas de société pour ça. On crée pas de société parce qu'on est dans un truc bénévole. On se bat pour avoir. Alors à l'époque, aujourd'hui on parle de Pass Navigo. À l'époque, c'était la carte orange. Oui. Et nous, on se bat pour dire donnez-nous une carte orange pour au moins qu'on puisse venir assouvir notre passion de faire de la radio sans rien. Mais très vite, je comprends que ce métier-là est un métier que je veux faire. Ouais. Et donc, grâce encore à mon cousin Patrick Rocher, je me retrouve petit assistant à Europe 1 avec Jean-Claude Brialy. Grand comédien français, avec Alain Manval, et lui, ça a été mon mentor. Ouais. Il m'a permis de faire plein de choses. Il a accepté de recevoir dans son émission, parce que c'était la star de la radio et de la télé aussi, il a accepté de recevoir des artistes antillais et africains que je lui proposais. Coluche, j'ai fait une émission avec Coluche. Ouais. Et puis voilà. Et donc, mais là, t'es salarié. Et là, je suis stagiaire. Je suis un petit salarié. Oui, non, je suis un petit salarié, je touche rien du tout, mais ça me permet un peu de mettre. De faire ton réseau déjà. Oui, d'avoir un petit réseau et d'avoir un bol de chocolat et des tartines le soir. Donc tu vois, non, mais parce que c'était ça. Et mais dans ma tête, je sais que le truc, il faut, au regard de ce que nous sommes, je suis conscient que nous sommes des Afros en France et qu'on est des Français, mais entièrement à part souvent, et qu'il va nous falloir faire plus si on a envie de s'accomplir. Mais nous, on n'avait pas de haine, pas de colère, on avait juste des rêves, quoi. Ouais. Et donc, l'idée, c'était d'être tout azimut. J'étais danseur et chorégraphe, mais j'arrête très vite parce que j'en ai marre du stéréotype du noir danseur. Je commence à faire de la radio, 88. Je commence à faire de la télévision, 30 octobre 88, à RFO, parce que je suis sur la radio antillaise. Et un de mes copains, Jean-Pierre Panzou, vient avec Jacques Le Sergent, un homme qui était c'était un directeur à RFO. Ouais. Et mon émission marchait bien, la communauté écoutait beaucoup. Et... le gars, Jacques Le Sergent, me dit « Ça te dirait de faire de la télévision ?» Alors je dis « Ouais, j'aimerais bien. Bon, soit demain à RFO pour rencontrer Yves Bruno et on verra. » Comme ça. Le lendemain, je le rencontre. Il me dit « C'est toi qui vas venir animer la rubrique musicale de l'émission. » Wow. Tout commence comme ça. Incroyable. Duke Ellington disait rencontrer les gens qu'il faut au moment où il le faut. Mais tu n'as pas répondu à ma question sur la création de la société de production. Oui, mais là je vois la mentalité, ça part de là. Mais quand tu décides de créer du coup avec Charlotte à cette rencontre, mais tu avais déjà une boîte avant ça. Non, il y a eu parce que Mira, on l'a arrêté très vite en réalité lorsque le truc de l'Italie s'est arrêté et qu'on gagnait pas tant d'argent que ça. Et que vous laissiez la danse, tu laisses la danse de côté. Donc on oublie l'affaire. Mon cousin, lui, après, avec mon frère, monte une maison de production discographique et d'édition. Finalement, après, il se sépare. Eric fait son truc. Donc, et j'étais actionnaire de la société de mon frère. Enfin, donc, il y a toujours eu une volonté d'entreprendre, de produire. De produire, par exemple, des spectacles, des concerts, des soirées. Que tu animais ou pas. Que j'animais ou pas, d'ailleurs, de produire des disques. Moi, j'ai dirigé à un moment donné un label pour Warner, pour Flarenache, Alain Puglia, qui est un des plus grands producteurs français. Et on fait des compilations. La première compilation antillaise, je le dis avec un peu de prétention et de satisfaction, c'est moi qui l'ai réalisée. Wow. C'était Génération Zouk. On est au début du CD et on n'avait jamais fait ça dans la musique antillaise. La deuxième compilation antillaise de l'histoire, c'est mon frère qui la réalise pour Sony Music. La première compilation de musique africaine, je la réalise pour mon label New Deal Flarenache. La deuxième, c'est mon frère. Ah, c'est non, mais en plus, ce qui est fort, c'est qu'il voilà. y a beaucoup de. Donc, la première, le premier, le truc, t'en as quand même pas mal dans ta carrière. T'en as quand même pas mal. Donc, tu peux le dire avec prétention parce qu'il y a de quoi. Bah oui, parce qu'on arrive à un âge où on se dit. Et on fait le bilan calmement. Comme si on avait 50 ans, un peu plus. Alors, tu vois, c'est Anaïs, je travaille avec elle depuis maintenant quelques années et c'est vraiment. Dès que j'ai une idée, quelque chose, je lui en parle. Et donc, forcément, quand je vois la relation que tu as pu avoir avec Charlotte ou encore celle que tu as aujourd'hui avec Annabelle, forcément, ça fait écho un petit peu à ce que je peux connaître aujourd'hui de mon côté. Et Claudie sans Annabelle aujourd'hui, c'est quoi ?
Ben non, il n'y a pas de Claudie sans Annabelle, parce que Ça fait avec 17 ans que vous Annabelle, bossez ensemble. 17 ans. Wow. Mais Annabelle, on est liés tous les deux. On est liés par quelque chose de plus fort que la radio. Alors la radio a fait que au quotidien, on était plus ensemble qu'avec nos proches. Oui, bien Tu sûr. vois, chaque jour. Mais en réalité, il y a quelque chose de très fort qui nous unit, qui relève de la fraternité. Et c'est aussi pour ça que, on va peut-être en parler, mais la fin de Couleur Tropicale est difficile. Elle est difficile à cause de cela. Elle est difficile à cause de la relation avec Mathieu, tu vois, Salabert. Et tout ça est compliqué. Mathieu et donc Salabert, je comprends, c'est important d'avoir des gens dans notre vie. Je pense que c'est une chance. Tu parlais d'Anaïs. C'est une chance d'avoir avec soi quelqu'un en qui on peut avoir pleinement confiance, qui sait qui on est, qui peut anticiper, qui sait devancer. Et ça, dans une vie professionnelle et dans une vie personnelle, c'est quelque chose c'est une bénédiction. C'est sûr, certain. Je suis 100% d'accord. Et c'est marrant, tu parles de Mathieu, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs occasions. Et c'est marrant de se dire qu'à chaque fois que tu commences l'émission, tu commences par son nom. À chaque fois. C'est-à-dire que c'est donc l'émission donc Couleur Tropicale, Claudie Siard avec la voix de Manu Dibango. Et juste après, c'est Mathieu Salabert. Et Annabelle, Brittany Lenga aujourd'hui, et Léa, lorsque Léa était là. Et pour moi, c'est très important de commencer l'émission pour que chaque auditrice, chaque auditeur comprenne que cette émission-là, c'est pas juste la voix de Claudie Siard, mais c'est une team, c'est une famille. Et c'est cette famille-là qui fabrique le programme. C'est génial. Pour moi, je pense que je suis le seul à faire ça. D'ailleurs, sur RFI, oui, je suis le seul à le faire, à parler de mon équipe dès le début de l'émission. Il y a plein de personnes qui veulent entreprendre, et j'imagine des personnes qui sont en train de nous regarder, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans la radio ou autre. Et il y a toujours une question qui est importante, c'est on va choisir des associés. J'ai une question sur le sujet un petit peu plus tard, mais là, il y en a une qui me vient, c'est... Comment tu construis une relation? On parle de 17 ans de collaboration, par exemple, avec Annabelle, et je suis sûr qu'il y a d'autres personnes avec qui tu collabores depuis bien plus longtemps. Et avec Charlotte, si elle n'était pas décédée, on continuera à produire faire de la production audiovisuelle et de grands événements en Afrique ou ailleurs. Comment on consolide une relation professionnelle, en particulier quand elle est si étroitement liée à ta vie personnelle? C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de bénédiction. Je parlais de cette capacité à pouvoir, l'une et l'autre, les deux personnes, donc, à se regarder, à se comprendre et à se dire on va faire des choses ensemble. Avec Charlotte, moi j'étais celui qui réfléchissait au concept, qui trouvait les contrats. Elle, la productrice, mettait tout ça en œuvre, les budgétairement parlant. Et pas seulement, parfois elle me disait non, là ton idée, ça va être compliqué, on va pas pouvoir, il faudrait plutôt la faire Clochard par exemple, on fait pas. oui, non, mais nous ça nous amusait au départ, on savait très bien qu'on allait pas y aller, mais sur des programmes précis, sur des choses précises, c'est parce que elle avait aussi la fibre artistique, c'est pour ça que ça marchait entre nous. Et elle avait compris qui j'étais, comprenait tous mes défauts, et moi je connaissais toutes ses qualités. Et c'est pour ça que c'était une vraie chance pour moi. Et donc je crois que c'est difficile pour moi, en tout cas, parce que je suis un émotif, et pour moi, l'émotion est très importante dans la relation. C'est important d'avoir des personnes en qui tu peux avoir totalement confiance, de ne pas commettre l'erreur d'aller avec des personnes en qui tu ne peux pas avoir totalement confiance, mais parfois on peut se tromper, et je me suis trompé sur quelque chose de très grave, mais je pense que tu vas l'aborder, ce sujet-là. Et... j'essaie de trouver les bons mots pour te dire, pour moi, entreprendre, c'est pas juste faire du business. C'est construire quelque chose, c'est bâtir quelque chose, c'est léguer quelque chose, c'est avoir un message dans quelque chose. Lorsqu'on a fait Africa Star avec Charlotte et toute l'équipe, je pense à Léa Dabani, parce que sans Léa Dabani avec le Gabon, on n'aurait pas pu faire ça. Il faut qu'il y ait un message plus fort, surtout lorsque tu t'adresses à des populations qui ont besoin de se reconstruire leur imaginaire, reconstruire leur âme. Dans cette compétition-là, lorsqu'une personne avait été éliminée, elle pouvait se rallier à un autre candidat pour
faire bénéficier de son expérience d'échec, parce que, comme Mandela disait, je ne perds jamais, mais j'apprends. Et donc, c'est ça. Donc, c'était des messages qu'on voulait faire passer. Et lorsque tu es avec une personne qui comprend ça, Charlotte Delachaux n'était pas africaine, elle était blonde aux yeux bleus, mais elle avait une telle humanité qui correspondait à l'humanité qui est la mienne, quoi. Regarder le monde autrement. Donc, c'est pour ça que dans le business, pour moi, il faut qu'il y ait cette dimension humaine, humaniste, respectueuse des uns et des autres. Faire du business, pour moi, alors même si le mot engendre l'argent, bien sûr, évidemment, l'argent, mais ça ne peut pas être l'objectif final. Ok, je comprends. Et votre relation, elle a évolué aussi au fil du temps. Et il y a quelque chose qui... D'ailleurs, je ne sais pas parler d'argent. Et c'est pour ça que parfois, lorsque je lui disais... oui, non, mais ça, c'est bien en termes de budget. Elle me dit, mais non, c'est pas possible. Elle me dit, laisse-moi faire, ok. Je m'en occupe, je m'occupe de l'argent. C'était elle qui gérait aussi, voilà, moi, je toute sais la partie pas parler financière. Très honnêtement, je sais pas parler d'argent. Ah ouais? Oui, moi, j'ai un vrai problème avec l'argent. L'avantage, c'est qu'on va en parler de l'argent. On va en parler, on verra ce que tu es prêt à dire et comment tu t'en sors face aux questions. Mais avant de parler d'argent, on va quand même parler identité et engagement, parce que on peut pas parler de Claude Issiard sans parler de militantisme. Mais justement, il y a tellement de contenu où tu t'exprimes sur les différents sujets que je me suis dit, ok, il faut que j'essaie de trouver quelque chose que tu n'as pas déjà dit. Et moi, la question qui me vient, c'est que ta mère, paix à son âme, ne t'a pas donné ne t'a pas parlé de toutes les expériences qu'elle a pu vivre en tant qu'infirmière. En tant qu'infirmière, elle n'a jamais... Elle t'a pas parlé de, non, de tout ça. Elle ne l'a dit qu'à la fin de sa carrière et quelques mois avant son décès. C'est ça. Donc, tu n'es pas, entre guillemets, né dans un combat identitaire. Non. Ça n'a pas été quelque chose qui t'a été inculqué, entre guillemets, pendant ton éducation. Non. D'où vient, du coup, ce militantisme africain? Merci. Parce qu'il y a le militantisme caraïbéen, mais toi, tu incarnes afro-caraïbéen. Ouais. Tu te considères d'ailleurs comme afro-caraïbéen de la Guadeloupe. Oui. D'où ça vient? Il n'y a jamais eu de questionnement dans la famille, déjà, sur l'origine des Antillais, des Guadeloupéens. Ouais. Pour nous, on savait... j'ai pas le sentiment qu'il y a eu de débat à la maison. On savait que les Africains ont été déportés sur ces terres-là et que ces terres-là, terres guadeloupéennes, c'est notre terre et elles sont gorgées d'africanité et gorgées aussi d'autres choses, d'européanité, d'indianité, tout ça. Donc, il n'y a jamais eu de questionnement et de schizophrénie. Qui sommes-nous? Okay. Jamais. Et ma mère, lorsque j'étais en pension, m'avait abonné au courrier de l'UNESCO. Donc, quand je découvre la réalité du racisme que j'avais déjà saisi, j'ai 10 ans, je vais avoir 10 ans à ce moment-là, mais j'ai déjà compris que j'étais dans un petit village de Haute-Provence, j'étais le petit noir, qu'on voulait venir voir et toucher les cheveux. Ouais. Et moi, je voulais pas qu'on me touche les cheveux, me touchez pas les cheveux, tu vois, voilà. Et j'ai commencé à porter un bonnet pour filmer, moi. Donc, voilà. Et je me dis que... et je suis conscient de ça. Je suis conscient du monde dans lequel je suis. Et je sais que ça a été un déclic dans ma tête. D'accord. Mais du coup, ce déclic, il vient finalement d'une lecture de revue UNESCO. Oui. Donc c'est très personnel, ça vient tout seul. Ça vient tout seul, mais parce que ma mère avait toujours cette volonté-là, c'est que je veux que mes enfants soient cultivés, qu'ils comprennent le monde. Okay. Mais elle ne savait pas que j'allais tomber sur cet article-là et qui allait changer ta vie. Exactement. Oui, qui allait changer ma vie, parce que je pense que si je n'avais pas lu cet article-là à ce moment-là de ma vie, si je l'avais lu plus tard, je pense que j'aurais été très en colère. Ouais. Peut-être un garçon violent. Je le lis à un moment où je suis un gentil garçon et je comprends. Et je sais que lorsque je suis au collège, on m'appelle, il y a Tarzan qui passe à la télé, et on m'appelle Chita. Ouais. Et comme j'ai un t-shirt d'une boisson qui n'existe plus, qui s'appelle Pchit, on finit par m'appeler Pchita. Enfin, tu vois. Ouais. Mais à aucun moment ça me blesse. Non, mais c'est ça le truc. Mais d'accord, ça ne te blesse pas, et en fait, ça finit par venir. Alors attends, je fais une petite parenthèse. Est-ce qu'on entend la tondeuse ? Là, tout de suite, on doit peut-être un petit peu l'entendre. Dans le casque, écoute, si vous entendez une tondeuse, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de travailler et qui travaille dur, donc on va pas aller le déranger. On va pas le déranger. Et ayons un peu de considération pour les métiers difficiles. Exactement. Voilà. Bon. Il fait chaud, il y a le soleil qui tape, il est en train de passer la tondeuse. On va faire en sorte que je puisse cleaner ça au montage. Si j'y arrive pas, vous m'excuserez. Mais voilà, on va pas déranger le pot. Quand il est tout prêt, bon.
a priori, C'est pas grave. c'est pas grave. Ok, super, tant mieux alors. Mais donc ce qui est marrant, ce que tu disais, c'est que j'avais une conversation il y a pas longtemps avec un copain qui me parlait de l'importance des différentes revues qui existent encore, ou même des newsletters de certaines institutions qui coûtent de l'argent aux contribuables. Et il parlait un petit peu de l'importance de ces revues, de l'importance de ces choses-là, parce que ça. Et moi, je te parlais déjà du fait que ça permettait à des journalistes, parce qu'on sait que c'est un métier difficile, c'est pas évident de trouver du boulot en tant que journaliste. Donc, ces revues permettent de faire travailler des journalistes. Ça permet également d'éveiller des consciences, et tu es finalement l'incarnation de ce propos, parce que sans cet article, tu aurais été quelqu'un d'autre et on n'aurait peut-être pas cette conversation aujourd'hui. Bien sûr. Donc, comme quoi, c'est important d'avoir les petites revues. Donc, n'hésitez pas, quand vous allez justement dans des institutions, à prendre ces brochures. Potentiellement, elles peuvent changer quelque chose chez vous. Mais oui, moi je crois en la lecture, je crois en la culture, je crois en cette envie. Je pense que l'être humain, ce qu'il y a de plus important en lui, la richesse, c'est sa capacité à comprendre l'humanité, à comprendre le vivant, à comprendre la Terre, à comprendre l'univers, à essayer de comprendre les choses. Pas essayer de conquérir, mais à essayer de comprendre. Et je pense qu'au moment de notre mort, quoi que l'on ait accumulé dans sa vie, une magnifique demeure, de jolies voitures, de beaux vêtements, bref, je pense qu'au moment, à la dernière seconde, ce qu'il y a dans notre cerveau, c'est ce avec quoi on va partir. Et pour moi, la compréhension du monde est la chose la plus importante. Je me targue et j'ai la prétention de dire que quel que soit le sujet que l'on peut aborder, je peux en parler. Ça ne veut pas dire que je sois spécialiste de tout, mais j'ai une connaissance de ces sujets-là, quels que soient les peuples. Tu as côtoyé les mondes les sphères les plus mondaines possibles. Tu parlais d'Europe 1. Donc voilà. C'était pas l'Europe 1 qu'on connaît aujourd'hui. Hein. C'était en effet bien différent, mais ça restait quand même justement ce monde de jet set. Tu as connu TF1, tu as connu... Et tu te retrouves dans ce monde qui est quand même globalement blanc, avec ton militantisme. Comment on passe pas de l'autre côté, ou comment, donc soit on passe de l'autre côté entre guillemets, j'aime pas trop l'expression, mais tu vois ce que je veux dire, sur le côté un peu vendu pour parler français, ou sinon sur le côté complètement radicaliste. Comment tu switches pas, toi? Tu restes qui tu es. Tu as évoqué ma mère tout à l'heure. Imagine si ma mère, à l'âge de 15, 16 ans, 17 ans, nous avait dit tous les jours, à l'hôpital, on me traite de sale négresse. Tous les jours. Lorsque tu as 15-16 ans, tu deviens un garçon en colère. Bien sûr. Et tu en veux aux blancs, parce que quand tu as 15-16 ans, il y a un recul que tu n'as pas. Et donc, tu deviens une autre personne. Notre mère avait cette vision en se disant, je ne vais rien dire à mes enfants. Ils sont là pour se construire et pour... Lorsque je suis dans une sphère très blanche, je ne me pose pas cette question-là. Je suis un être humain face à d'autres et qui peut-être ne connaissent pas mes cultures. Et moi, j'ai envie de leur dire, ça peut être vraiment bien dans ce programme. Ah bon, tu crois? Explique-nous. Je vous explique. Donc, moi, je ne sais pas ce que c'est que le complexe. Je ne sais pas ce que c'est que de se retrouver à cause de son identité, de se retrouver dans un entre-deux. Je suis moi, j'ai aucun problème avec mon identité. Moi, je comprends les personnes qui ont de l'ambition et qui se retrouvent dans des situations où ils savent qu'il y a un plafond de verre et qu'ils doivent gommer une partie de leur identité s'ils souhaitent avancer et s'accomplir dans la vie. Très, très intellectuellement, je le comprends. Après, je pense que ces personnes-là doivent faire un travail sur elles-mêmes pour ne pas être ce qu'ils ne sont pas en réalité, ou ce que les autres ne voient pas en eux, ce qu'ils pensent qu'ils sont. Remettez ça dans l'ordre, vous avez compris. Et c'est ça. Mais alors, tu vois, ce qui est marrant, c'est que tu parles de... Je sais pas. Tu vois, j'essaie de répondre à ta question, mais qui est très importante. Non, mais elle est très importante. Pour moi, c'est ça qui est important, parce que on voit de nombreuses personnalités, quand on les suit depuis un certain temps, on voit l'évolution de leur discours qui part d'un côté ou de l'autre. Le tien est resté constant. Il n'a jamais changé. Et moi, c'est ce qui m'intrigue, c'est de me dire, mais tu as traversé des sphères, des combats, des réussites. Et en politique, en étant délégué interministériel. Exactement. Donc, comment, à ce moment-là, tu ne switches pas? Tu as quand même été
été justement délégué interministériel sous Ouais. Sarkozy, donc qui a eu du coup une politique en particulier autour de l'outre-mer qui était assez particulière, qui a eu des mots très violents sur l'Afrique. Donc est-ce que, en parlant de l'homme noir qui n'est pas rentré dans l'histoire, comment toi tu te positionnes, parce que tu fais partie de ce monde, mais en même temps tu tiens un discours qui n'est pas très, entre guillemets, en adéquation avec ce que eux peuvent tenir comme discours, mais tu ne switches pas, tu restes. Alors, tu as parlé de Sarko. Ouais. Et moi, je vais être très honnête. Mhm. On est dans toutes les histoires, ça fait des années qu'il est les procès, ceci, cela, et la justice doit passer et dire et faire ce qui doit l'être. Sarko, au moment on est en 2009, il y a la crise donc en Outre-mer, à partir du 20 janvier 2009 en Guadeloupe, 5 février en Martinique, et il y a les États généraux, c'est lui qui convoque les États généraux de l'Outre-mer. Oui. C'est lui qui dit qu'il faut qu'il y ait une meilleure visibilité de l'Outre-mer, qui fait que France O devient la TNT nationale. Même si Yves Jégo, qui était ministre des Outre-mer, avait compris, a été limogé et on a mis quelqu'un d'autre, on a mis Marie-Luce Panchard, guadeloupéenne. C'était pour la première fois une personne de chez nous devient ministre des Outre-mer. C'est ça. Donc il n'y a pas... Bien qu'il y ait une relation un peu particulière avec juste l'existence de ce ministère. Mais oui, mais moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut mettre un terme au ministère des Outre-mer si les originaires d'Outre-mer sont français. Parce que ce ministère-là, c'est l'ancien ministère des colonies. C'est ça. Je referme la parenthèse. Très Mais bien. ce que je veux dire, c'est qu'il avait une vision, il y a eu une avancée pour l'Outre-mer à ces moments-là. La délégation interministérielle qui était donc à l'initiative, c'était la demande de Patrick Caram. Il est le premier délégué interministériel de cette délégation. Ce sont des avancées quand même. Oui. Et Patrick Caram, qui est un militant, on ne peut pas l'accuser. Il y a ces avancées, mais à côté de ça, il y a aussi quand même un discours. Non, mais ce que je veux dire sur ça. Ouais. Et puis, il y a la Côte d'Ivoire, il y a la Libye, il y a tout ça. Moi, je sais qu'à ce moment-là, j'ai eu envie de démissionner. Ouais. Et mon équipe, et ma responsable de com, Nadia Dussol en particulier, me dit, si tu démissionnes, ça ne se verra pas. Pour toi, peut-être, ce sera bien. Tu as des choses à accomplir. Va jusqu'au bout de ce que tu peux faire. Et après, tu partiras. Et j'avais dit qu'au moment, s'il gagne l'élection présidentielle, je pars immédiatement. Bon, il l'a perdu. Et donc, je suis resté nommé jusqu'au 4 octobre 2012. Voilà. Ça. Mais j'ai démissionné, malgré tout, parce que je voulais reprendre mon métier. Je vais essayer de répondre à la précédente question et à cette question-là. Lorsque je suis dans un milieu de gens blancs, je suis moi. Lorsque je suis dans un milieu de gens noirs, je suis moi. Lorsque je suis dans un milieu avec il n'y a que des musulmans ou des chrétiens ou des juifs, je suis moi. D'accord. Et moi, je suis comme beaucoup de gens, beaucoup d'Afro-Caribéens, je suis pluriel dans mon identité, mais il n'y a pas de conflit en moi de tout ce qui me compose. Je suis moi et je suis un être qui suis mais tellement bien dans ma tête et dans mon corps quand je marche que voilà. C'était pour te dire que je me définis pas, je suis pas un noir. Je suis un noir parce que le blanc a décidé que l'autre était noir. L'autre est blanc parce qu'il s'est dit, lui, blanc vis-à-vis de nous, et qu'il y avait probablement une hiérarchie au sein de l'humanité. Ouais. Mais en réalité, je suis pas un noir, je suis un être humain, avec une identité. J'aimerais qu'on parle un petit peu de responsabilité. Tu connais bien un certain Kerry James. Il avait fait une pièce de théâtre à Vif qui a ensuite été adaptée en film, d'ailleurs un 3e film qui arrive là d'ailleurs sur Netflix, Banlieusard. Mais la question initiale qui est donc un peu au centre du thème de cette pièce de théâtre, c'est l'État français est-il le seul responsable de la situation actuelle des banlieues ? Quelle est ta réponse à cette question, toi ? Évidemment. Le seul responsable, selon toi ? Oui, évidemment. Alors, ce qui n'exclut pas la responsabilité des individus dans ce qu'ils souhaitent être et dans ce qu'ils sont et de ce qu'ils commettent ou ce qu'ils réussissent aussi. Parce que on n'a pas, puisque tu parles de Kerry, Kerry dit on n'est pas condamné à l'échec. Exactement. Et oui, il y a une responsabilité de l'État. Parce que, par exemple, aujourd'hui, la classe politique française, à droite, au centre et à l'extrême droite, tente de nous dire que l'immigration est responsable de la délinquance. C'est ce qu'on nous dit. Alors on va remonter en arrière dans l'histoire de France.
On est au début du XXe siècle. La violence est terrible. Dans les faubourgs, les pauvres tuent. Il y a des mouvements anarchistes, voyous, qu'on appelle les Apaches. Il y a plus tard, dans les années 50, les loupards. Il y a de la délinquance et ces gens-là vont en prison. La peine de mort existe à ce moment-là. Il y a une histoire coloniale française. Et cette histoire coloniale, c'est la déshumanisation, c'est la colonisation des esprits, c'est l'écrabouillement des totems, de ceux que l'on colonise, que l'on veut assimiler. Et il y a ces gens qui finalement vont vers la mère patrie. Parce que durant les 30 Glorieuses, on a besoin d'eux pour reconstruire une France au sortir de la guerre. C'est ça. Regroupement familial, Giscard, enfin tout ça. Il y a nous, Français, avec une histoire coloniale esclavagiste, et nous appartenons aux classes populaires et aux classes les plus défavorisées, comme dans les années 20 ou dans les années ou au début ou à la fin du 19e siècle ou dans les années 50, de celles et ceux qui appartiennent au quartier populaire, au faubourg, celles et ceux qui pour manger volent, cambriolent pour certains, et puis il y a les autres qui se battent tous les jours, des parents pour élever leurs enfants et leur donner la possibilité de. Aujourd'hui, la délinquance qui est due à la paupérisation est ethnicisée. Parce qu'en réalité, les gens qui ethnicisent ça sont des racistes. Et ce sont des gens qui, durant les années 20 et durant les années 30, avaient un ennemi, c'était les Juifs. Et ce sont des gens qui, dans leur projet politique, ont besoin toujours de haïr. On a haï les Juifs hier. Aujourd'hui, ce sont les Noirs, les musulmans et les ceci et les cela. Donc, et je regrette, pourquoi pour répondre à ta question clairement, oui, l'État est responsable. Parce que l'État n'a pas fait un travail pour expliquer que, et dire toujours et dans les manuels scolaires, la France n'est plus un pays blanc, chrétien, juif, c'est aussi un pays de musulmans. La diversité ethnique de la France est la somme de son histoire coloniale et esclavagiste et des épisodes violents de l'histoire. Et ça ne doit pas nous empêcher de faire nation. Voilà pourquoi l'État est responsable de ce qui est commis aujourd'hui. Et le fait qu'il y ait des lois contre toutes les formes de discrimination et qu'aujourd'hui la parole soit libérée sur la haine de l'autre, sur le racisme, est un problème et la responsabilité de l'État. Lorsque vous entendez des responsables politiques et des intellectuels parler d'immigration, c'est une façon détournée de ne pas de se rendre coupable du délit de racisme, bien sûr, mais d'exprimer son racisme. Mais un racisme qui s'exprime aujourd'hui, si on regarde un peu l'actualité du nouveau maire de Saint-Denis, par exemple. Qu'est-ce que tu penses, toi, un petit peu de tout ça? C'est incroyable. Bali Bagayoko est un homme extraordinaire, qui a un parcours extraordinaire. Il ne faut jamais oublier que Saint-Denis, c'est sa ville. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, il n'a pas été parachuté à Saint-Denis. C'est sa ville. C'est la ville des Noirs, évidemment. C'est la ville des Noirs. Mais que les gens aient entendu ça, il est là le racisme. Tu sais, pour moi, le racisme aujourd'hui, ce n'est plus de dire à quelqu'un sale arabe, sale noir, sale shintok. C'est pas ça. C'est un logiciel qui a été entretenu, une certitude chez certains qu'ils appartiennent au sel de la mer, ils sont le sel de la mer, et que les autres ne font que bénéficier de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont créé et tout cela. Et donc, ça veut dire qu'on a un regard différencié sur l'autre. Tu disais tout à l'heure, les journalistes, il y a plein de jeunes journalistes afro qui ont du mal à trouver du travail. Énormément. Ils ne trouvent pas du travail, souvent parce qu'ils sont noirs. Et pourtant, ils sont là, ils ont du talent, ils ont envie, ils sont capables d'eux. On le voit à travers leurs podcasts. On se dit, mais lui, il faut le mettre en télévision. Elle, il faut la mettre en télévision, en radio. C'est une évidence. Donc, c'est un logiciel aujourd'hui qui explique que on n'accorde pas aux gens qui ont autant de talent, voire plus de talent, on leur accorde pas ce qu'ils, pourtant, leur travail et leur talent mériteraient. Tu vois, la récompense qu'ils mériteraient. Et donc, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Moi, si un jour, ça arrive, rentre dans ton pays, sale nègre,
Ça me fait rigoler. Ouais, bah oui. Parce que c'est tellement court, ça me fait rigoler. C'est la phrase qui, pour moi, incarne le plus la bêtise. Au-delà de l'aspect raciste, la chose, c'est qu'il n'y a pas une simple. Il n'y a pas de réflexion là-dedans. Il n'y a pas de réflexion dans cette insulte. Tu ne peux que rire. Tu dis, mais. Ah ouais, toi, vraiment, pas foufou hein, là-haut. Hein. Mais bon. Non. Ah, moi, je dis, quel poète. J'ai dit, poète, fort, intéressant. très, très fort. C'est pour ça que c'est pour ça que c'est la responsabilité de l'État, elle est réelle. Dans le sens où l'État me semble lâcher. C'est un monde qui s'effondre. C'est un effondrement politique en France, un effondrement moral, un effondrement spirituel. Pour revenir là-dessus, sur encore une fois l'actualité, l'ONU a pris une grande décision à l'initiative du Ghana sur le fait de rendre l'esclavage pire crime contre l'humanité. Abstention de la France, entre autres. Oui, entre autres. Et surtout, et moi c'est quelque chose qui m'a révolté, c'est que lorsque ce sujet est abordé dans l'hémicycle, c'est le ministre français qui répond, c'est le ministre des Affaires du commerce extérieur. Ouais. Le ministre du commerce extérieur pour parler de l'abstention de la France sur le fait de reconnaître l'esclavage comme le pire crime de l'humanité. Incroyable. Est-ce que ce n'est pas la plus grosse gifle qu'on puisse donner à un peuple qui cherche à obtenir une revendication? Surtout que j'ai même envie de dire que ce n'est pas juste un peuple, parce que l'esclavage a été connu par de nombreuses civilisations, par de nombreuses couleurs de peau. Mais donc ce n'est même pas finalement de remettre en question d'autres crimes, parce que la plupart de ces autres crimes ont également de l'esclavage compris dans ces atrocités. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de notre pays? Il y a une explication à cela. L'extrême droitisation de la société française et du monde occidental se lie aussi dans ce genre de posture, de reculade, d'enfumage, puisque le représentant de l'ONU, le représentant français de l'ONU dit « Ce texte risque de hiérarchiser les crimes contre l'humanité ». De quoi parlons-nous? C'est une hypocrisie. Donc on est vraiment dans un repli identitaire français, les conneries du grand remplacement et tout ça, comme si des afros avaient un jour grand remplacé des gens. On pourrait en reparler. Il y a donc, pour moi, une part de racisme. Et puis, et ça pour moi c'est la pire des choses, c'est-à-dire que la France, c'est probablement le pays qui s'est doté le plus de lois mémorielles sur la question de l'esclavage. Il y a effectivement le 10 mai, il y a la loi Taubira de 2001, il y a le 23 mai, où nous, descendants d'Africains déportés, victimes de l'esclavage, eh bien, nous honorons la mémoire de nos aïeux, nous nous recueillons donc. Il y a les lois contre le racisme et contre le révisionnisme et le négationnisme. Donc en France, on a tout ça. Ça veut dire que tu as un gouvernement qui insulte une frange de sa population, qui crache sur la mémoire des ancêtres de celles et ceux qui sont les descendants des suppliciés. Ouais. Aux États-Unis, puisque les États-Unis ont voté contre, un pays né du fait colonial, génocidaire des peuples autochtones, esclavagiste puisqu'il a fait déporter des Africains pour en faire des esclaves, et sur son sol, tu vois, contrairement à la France, il n'y avait pas d'esclaves sur le sol français, tu vois, mais aux États-Unis, il y a des esclaves. C'est-à-dire que l'administration Trump insulte près de 30 millions d'Afro-Américains sur cette histoire-là. Puis il y a l'Argentine. C'est très important de parler de l'Argentine parce que l'Argentine, c'est un pays qui a été esclavagiste. Au moment de l'abolition de l'esclavage, ils ont décidé d'exterminer les esclaves. Beaucoup ont fui dans les pays limitrophes et il en reste très, 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 très peu. Ce sont les laissés pour compte de la société argentine. C'est le même mindset, pays né du fait colonial. Et puis il y a Israël. Israël qui finalement naît également du fait colonial, qui massacre des populations locales. On est face à un Occident qui a son problème de racisme, il ne l'a toujours pas réglé. Et puis, comme tu parlais de l'Afrique et le Ghana, je voudrais avoir une petite part dans ce combat-là, puisqu'avec le Togo, avec Robert Dussey, on a fait un lancement en 2023 du 9e congrès panafricain avec une question centrale, parce que moi, ça fait 20 ans que je me bats pour que l'Afrique ait une journée officielle à la mémoire des millions d'Africains déportés. Il y a tout, on est en train de le faire. Et donc le Togo, et je pense au professeur Robert Dussey, ministre des Affaires étrangères. Donc il y a tout un travail avec le Ghana.
et avec d'autres pays. Le texte a déjà été adopté par l'Union africaine. C'était, ma mémoire est bonne, les 15 et 16 février de l'année dernière. Et donc, 2026, les Nations Unies, la parole de Guterres, secrétaire général des Nations Unies, la parole du président du Ghana, et l'infamie de l'Union européenne et la parole de la France. Ce qui tu parlais du Togo, je sais que justement il y avait les 125 ans du panafricanisme qui ont été célébrés il y a encore j'étais le producteur de 3 jours sur les 5 jours du 9e congrès panafricain à Lomé. Et là, c'est à Lomé, C'était du 8 au 12 décembre 2025. Ouais. Et donc moi j'ai produit, conçu la cérémonie d'ouverture et tout ça, la cérémonie de clôture, la journée des cultures africaines, des afro-descendants et des mémoires, et puis un grand concert pour rendre tout ça un peu populaire aussi. Et c'était un moment historique. Tu sais que c'est ma rencontre d'ailleurs justement avec Robert Dussey, donc ministre des Affaires étrangères du Togo. Tu l'as rencontré ? Je l'ai rencontré, je l'ai interviewé. C'était dans le cadre justement de ces 125 ans du panafricanisme. Et il y avait donc une réunion qui avait été faite dans l'African Royal Society. Exactement. À Londres. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu ce club qui est même plus juste un club, c'est une institution, cette African Royal Society. Et c'est là que je me suis dit, ok, je rentre à Paris et on va faire Nagalisco. Je suis rentré, après avoir rencontré ce monsieur, j'avais rencontré le créateur du mouvement du Black History Month UK. J'ai pu donc rencontrer ces personnes et je me dis mais en fait avoir tous ces gens qui se rencontrent, qui se posent dans ces lieux, c'était dans un manoir, ils avaient vraiment mis cette Black Excellence finalement réunis ensemble et je me rends compte qu'ils se réunissent quasiment une fois par semaine pour échanger, pour créer des choses. Des producteurs de séries qu'on connaît aujourd'hui sur Netflix viennent justement là et c'est comme ça qu'ils obtiennent des financements et je me dis mais en fait on doit faire ça parce que ayant fait mes études aux États-Unis, la culture du club est ancrée en moi. Il y a les fraternités, dès l'université, le lycée même parfois. C'est comme si tu n'avances pas sans ton réseau. Donc quoi qu'il arrive, tu le fais. Le fait que ça n'existe pas en France... ça existe pour certains. Que ça existe bien évidemment pour certains. Ce qui me manquait, c'était l'aspect de la réunion régulière. Et les afros. Ça existe lorsque tu es HEC... et souvent blanc HEC. Oui, parce qu'il y a plein de grandes écoles, Henri IV, t'as fait Louis le Grand, t'as fait... Afro, c'est pour ça que je parle de l'African Royal Society. C'est vraiment de prendre cette diaspora et de la réunir pour créer de la valeur. Et donc ça vient de là. Et une première personne que j'appelle, c'est Anaïs. Je crois la deuxième, c'est toi. Pour te parler de ce projet et te dire, il faut le faire. Mais Robert Dussey, c'est bien que tu l'aies rencontré. C'est vraiment un homme brillant. C'est vraiment un homme important pour l'Afrique. C'est un homme important pour la conscience, un homme important pour... justement, on parlait d'imaginaire au début de cet entretien. C'est très important de reconstruire les imaginaires en Afrique et pas seulement, et des peuples afro à travers la planète. Parce que nos imaginaires sont des imaginaires lacérés, trop complexes pour être même bien compris par nous-mêmes et ne pas à certains moments exprimer notre complexe. Lorsque tu vois certains afros dans les médias aujourd'hui, les mots qu'ils emploient, les comportements, les postures qu'on dénonce chez ces gens-là s'expliquent par... je pense que c'est compliqué dans leur tête. Moi, j'ai une personne que je ne vais pas nommer, qui était une de mes grandes amies. Je peux considérer que c'est toujours une amie, mais elle me rend triste lorsque je la vois. Lorsque je la vois en télé, lorsque je l'entends parler, lorsque je la vois prendre des positions, lorsque je vois qui la suit, lorsque je vois que c'est des gens de l'extrême droite qui lui disent « Bravo, vous êtes une femme extraordinaire ». Ça me peine beaucoup pour elle, pour elle. Et je pense qu'elle le vit mal, mais qu'elle ne le dit pas. Tu sais que c'est en pensant à cette personne que je t'ai posé la question de pourquoi tu n'as pas évolué, ton discours est resté le même. Parce qu'il y a justement ces contre-exemples. Mais bon, après, comme on dit, c'est une phrase que je trouve magnifique qui on juge souvent les personnes pour leurs choix sans véritablement se questionner sur leurs options. Bien sûr. Donc, je ne sais pas quelles étaient les options de ces différentes personnes également. Donc, est-ce que j'aurais été différent si j'avais eu les mêmes options ? Je ne sais pas. Non, mais en tout cas, pour cette personne-là, moi, je la connais bien. Et je sais qui elle est ou qui elle était. Je pense qui elle est encore aujourd'hui. Le militantisme, sa conviction d'être une femme d'un territoire précis, avec une histoire précise, une conscience d'elle-même. Et je ne comprends pas. Et je crois que rien dans la vie, ni l'argent, ni les honneurs ne peuvent te détourner de ce que tu es,
parce qu'on est toujours le parent de quelqu'un. Frère, sœur, cousin, cousine, père ou mère. Petite pause sur ce podcast, j'espère que non seulement vous passez un bon moment, que vous apprenez également des choses, mais j'espère que vous appréciez tellement ce contenu que vous n'hésiterez pas à mettre un petit like, un commentaire également, ça nous aide beaucoup sur le référencement. On vient de lancer la chaîne YouTube, donc on a besoin de toute l'aide possible. Donc n'hésitez pas à échanger dans la section commentaires, n'hésitez pas à partager également cette entrevue pour qu'on puisse vous en proposer d'autres avec d'autres invités tout aussi prestigieux. On peut retourner sur la conversation avec Claudicia. Revenons maintenant sur la partie business. Ouais. Tu as monté, entre autres, Tropic FM. J'aimerais qu'on en parle parce que je pense que c'est, pour moi, la première fois où je vois un autre Claudie. Parce que j'entends un jour ma mère en train de regarder une vidéo de toi qui parle d'une grève de la faim. Et donc à ce moment-là, je dis, mais alors, de quoi on parle? Déjà, je ne connaissais pas, j'étais tout jeune. C'est quoi le concept de la grève de la faim? Je dis, mais attends, mais il va mourir. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette histoire? Parce que est-ce que toi, tu considères ce passage comme un échec business? Ouais, totalement. Et pourquoi? Il y a une radio qui était une radio associative qui s'appelait Tropic FM, avec plusieurs associations qui composaient le média, qui, en 91 ou 92, si ma mémoire est bonne, perd sa fréquence. Au bénéfice de gens qui faisaient partie de Tropic FM, et c'est la naissance de Média Tropical, dont j'ai dirigé les programmes et tout cela, parce que Daniel Valmino, c'est un grand frère, et parce que Alice Catoire, paix à son âme, et parce qu'on a réalisé des choses importantes, et parce que Daniel est quelqu'un qui voulait vraiment que la communauté grandisse et soit forte. Même si on était d'une autre génération. Il était plus jeune que lui, donc j'avais encore une autre vision. On s'est séparés après. Il y a eu beaucoup de difficultés, parce que je pense que des difficultés entrepreneuriales, financières, et il allait perdre la fréquence. On est en 2006 et j'ai la possibilité de créer... Au départ, on voulait travailler ensemble, mais on ne s'est pas entendus tous les deux. Et j'ai la possibilité de déposer un dossier. Je sais qui est au CSA. Je sais que ce sont des gens qui m'apprécient, mais qui vont pas, il n'y aura pas de passe-droit. Mais je sais que je peux proposer quelque chose et on verra bien. Et là, je demande à Patrick Lemur, qui était mon ancien réalisateur de RFI, est-ce que tu veux, on travaille ensemble? Ok, on travaille ensemble. Et je propose à 2 autres personnes qui souhaitent peut-être financer, mettre un peu d'argent dans l'histoire. Et des gens de mon entourage me disent, ne fais pas confiance à Stéphane Mouangé, qui était pour moi comme un frère, en qui j'avais une confiance incroyable. Bref, je monte le dossier, je fais un truc auquel personne ne s'attendait. Il y a le projet, je veux l'appeler Tropic FM et je veux l'appeler QUES en référence à la revue Tropic de Césaire qu'il crée avec Suzanne, avec sa femme en Martinique, qui était un truc tu vois, militant, anticolonialiste et tout ça. Parce que moi, j'ai un projet dans la tête. Je veux que dans 10 ans, la mentalité des nôtres ait changé et évolué, leur regard qu'ils ont sur eux-mêmes, sur leur société, et que leurs ambitions, que cette radio puisse être le terrain de leur ambition. C'est ça mon projet. Je suis un militant. Donc militant qui passe par le divertissement pour finalement faire passer son message. Mais dans cette radio-là, il y avait de vraies émissions, de vrais trucs. Il y avait pas de, tu vois, l'idée, c'était pas de faire un robinet à musique comme cette radio est devenue aujourd'hui. Et je vais essayer de résumer rapidement. Et donc, RFO, à l'époque, n'avait pas obtenu une fréquence en 2001 pour avoir une fréquence radio à Paris. Et moi, je vais les voir et je leur dis, écoutez, moi, mon projet, il est celui-ci. Moi, je vous propose d'être avec moi dans le projet. Je vous propose de me livrer 5 éditions par jour d'informations. Pourquoi tu le fais d'abord? Je le fais parce que je sais que je n'ai pas les moyens. On est dans le business. Je sais que je n'ai pas les moyens d'avoir une rédaction suffisamment pertinente dans tout l'outre-mer pour faire à la fois du contenu, d'information, des reportages et cela. Et avoir sur toute ta plage horaire, avoir assez de programmes. Donc tu t'associes à un autre média. J'aurais fait autre chose. Bien sûr. Non, mais j'aurais fait autre chose. Mais moi, si je dis dans mon programme que je veux de l'information, que l'État, à l'époque c'était le CSA, souhaite avoir de l'information,
Je peux pas venir et dire, alors il y aura de la musique, là il y aura une émission présentée par un tel, là il y aura un truc. Je peux pas faire ça. Il faut que j'ai un truc fort. Il y avait 11 projets. 11 projets ont été déposés pour la fréquence du 92.6. Et là, je leur propose ça. Je suis en train de faire un truc privé-public. Ouais. Je leur dis, moi, j'ai pas d'argent. Mais moi, je vous donne la possibilité d'exister dans la capitale française. Ok, d'accord. Là, il y a eu des discussions. C'est Luc Laventure, paix à son âme. C'est avec lui avec qui j'en parle. Et on rencontre les syndicats. Parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas tout à fait d'accord. Mais comment on va être des gens qui peut-être n'aimaient pas Claude Iciard, mais des gens qui voulaient aussi pas le mariage public-privé. Finalement, je parle aux uns et aux autres lors d'une réunion. Tout le monde dit OK, on y va. Super, ça se fait. Lorsque mon dossier arrive au CSA, je sais que tout le monde se dit, mais comment a-t-il fait ça ? Pour réunir... Exactement. Ok. Il y a des enquêtes qui se font. Et le CSA, j'oublierai jamais, en février 2007, le CSA me dit, vous avez quelqu'un dans votre tour de table sur qui on a enquêté, qui n'est pas quelqu'un de bien, vous devriez le sortir de votre tour de table. Ok. Et là, moi, je dis, parce que je suis un mec loyal, je dis, je me porte garant pour lui. D'accord, ok, monsieur Siard, très bien. Et je sors de là, je l'appelle et je lui dis, voilà ce qu'on m'a proposé. C'est pas la première fois qu'on me dit de ne pas de te sortir de mon tour de table. Il me dit, mais non, pourquoi les gens pensent comme ça, et cela. Bref, la radio existe, ça devient une success story. C'est un truc, on commence le 4 septembre 2007, c'est un truc incroyable. Il y a de l'info, il y a des choses militantes, tu vois. Il y a, mais vraiment, et des messages. Quand aujourd'hui les gens disent Hexagone et ne veulent plus dire Métropole. C'est grâce à Tropic FM. J'avais fait un truc qui s'appelait Le Point de Repère. C'est la seule fois où on entendait ma voix, qui était multidiffusée. Et j'expliquais pourquoi il ne faut plus de ministère des Outre-mer, pourquoi il ne faut plus employer le terme métropole, c'est un terme colonial. Ou alors, à ce moment-là, on dit OK, on accepte de dire métropole, mais il faut qu'on le dise dans le sens où on est encore une colonie et on n'accepte pas. Donc, j'étais vraiment dans un truc... Mon associé, Patrick Lemur, était content de tout ce qui se passait. Mon associé Stéphane Mouanguet disait oui, mais pourquoi tu fais ça ? C'est pas la peine, il faut mettre de la musique, il faut mettre que de la musique. Et je lui dis, on va pas abrutir les gens. Je lui dis, cette communauté, alors lui, il n'est pas de cette communauté-là, mais il est de fait de cette communauté parce qu'il avait monté la boîte de nuit, la 5e dimension, parce que moi, je dis toujours qu'on est le fruit de la terre qui nous voit naître et qui nous voit grandir, de l'environnement. On est l'enfant de ce truc-là, et au-delà des couleurs, des origines. Et lui, il ne comprenait pas ça, parce qu'il n'a pas de conviction. Okay. Sauf que le CSA me donne la fréquence. Quand je pars à la délégation, je dis, je vais donner la tête de la société à mon frère. Il me dit non, on va le donner à ma femme, paix à son âme d'ailleurs, qui est décédée, qui était une femme géniale. Et voilà, quand tu reviens, tu reprends ton truc. Et quand je suis revenu, il n'a pas voulu. Il s'est dit, et des gens m'alertaient pendant que j'étais à la délégation en me disant, fais gaffe, surveille ton truc, fais gaffe, fais gaffe. Donc voilà, et ça a duré 7 ans, le combat a duré 7 ans. Mais alors, justement. Et la grève de la faim, ouais. Que je regrette, que j'aurais pas dû faire, mais peut-être que ça a alerté. Et le 27 décembre 2019, je vends mes parts. Moi, je m'étais jamais fait de salaire à RFI. Okay. Pardon. Si, je me faisais un salaire à RFI, oui, mais je n'avais pas de salaire à Tropic FM, parce que je voulais que ce soit les gens qui y travaillent vraiment, pour qui c'était le seul travail, qui puissent y gagner leur vie. C'est pour te dire à quel point... Mais alors attends, désintéressé de l'argent. Revenons rapidement sur le sujet quand même. Ouais. Tu te retrouves dans une situation où tu as un associé... J'ai fait une connerie. Ouais. En termes de répartition des parts, lui me dit, mais laisse-moi une majorité de parts, comme toi, c'est toi qui a la fréquence, c'est toi qui truquais tout, laisse-moi une majorité de parts. Sauf que quand je laisse ma gérance et trucs, je laisse la fréquence. Et que lui, il devient donc... Mais donc, en fait, contractuellement parlant, il est dans son droit. Bien sûr. Mais moralement, en fait, on est sur quelque chose d'innommable. C'est une trahison. Oui, voilà. Mais d'ailleurs, il m'a dit un jour, je lui ai dit, pourquoi tu fais ça ? Il me dit, je sais pas. Et il me dit, mais lorsque tu es là, je n'existe pas. Et moi, lui, lorsque je lui ai demandé, je lui ai fait en sorte, je lui ai dit, tu voudrais être dans mon aventure ? C'est parce que lui-même était dans une situation où c'était compliqué pour lui, il avait des affaires, des trucs, mais il vivait un peu sur lui-même. Et je lui ai dit, écoute, je vais te redonner un peu d'énergie, vas-y, viens avec moi dans l'aventure, ça va être une super aventure. Et après, trahison totale. Ouais, trahison. Et du coup, tu lances une grève de la faim. Ouais. Tu lances une grève de la faim, pourquoi ? Le truc, c'était d'alerter la communauté, et c'est là où j'ai vu que la communauté était forte, parce que, je sais pas, il devait y avoir 100, 150 personnes qui venaient me voir par jour. C'est à cet endroit-là.
Parce que tu te posais lui- assis devant, devant ouais, la radio. j'étais là, je dormais à même le sol, Ouais. devant la porte et tout. Et lui a fait preuve, et d'autres gens qui étaient à l'intérieur, à qui j'ai donné du travail, à qui fait preuve d'une inhumanité incroyable. Mais l'histoire est intéressante, parce que tous ces gens-là, aujourd'hui, je me demande bien où ils sont. Souvent, ils ne sont nulle part. Souvent, ils sont dans une situation de précarité extrême. Et des gens qui sont venus me supplier parce qu'ils n'avaient pas de quoi donner à manger à leurs enfants. Ainsi va la vie. Incroyable. Et en sachant que... Et un jour, quelqu'un m'a dit... mais tu n'imagines même pas que la vraie marque, c'est pas Tropic FM, c'est toi. Donc, et donc, on a négocié. C'était un autre groupe qui devait racheter les parts, mais pour un truc très, très administratif, bref, business. Lui, il me rachète mes parts et un groupe devait racheter ses parts. Sauf que nous sommes en décembre 2019. Le 16 mars 2020, premier confinement du Covid. Le monde change. Ouais. Le marché publicitaire se diversifie. Les réseaux sociaux se développent à une vitesse grand V. Les radios ne valent plus ce que ça valait. Elles n'ont plus la même puissance. Elles ne valent les petites radios régionales. Elles ne valent plus ce qu'elles valaient avant. Tu estimes la valorisation pré-confinement à Ah oui, combien bien à peu sûr, près? on ne savait pas qu'il allait y avoir un confinement. Non, mais à ce moment-là, Donc moi, lorsque je toi, vends, tu penses que tu je vends à très bien. combien? Ma valeur, elle est très bien. Tu penses que Sur tu ce que vends à j'ai combien? sur ce que j'ai vendu. Non, mais sur l'intégralité. Je parle pas juste de tes parts. Je parle de la totalité de Tropic FM pré-Covid. Tu l'estimes Une à combien? fréquence à Paris, très honnêtement, sur une seule fréquence à Paris, ça vaut 1,2 million, 1,3 million. Donc 1,2 million, 1,3 million. Et Moi, j'ai eu la moitié. post-Covid, J'ai eu la moitié. T'as eu Et la post-Covid, moitié, ouais. aujourd'hui, une fréquence, si tu la veux, ça vaut 500 000, 600 000 euros maximum. Ça vaut, sauf si tu as un réseau de partout en France. Mais aujourd'hui, ça vaut plus rien. Et tout dépend ce que tu fais de ta radio. Les chiffres d'affaires se sont effondrés. Que ce soit pour les régies nationales, ou que ce soit pour même alors ce qu'on appelle dans notre jargon, c'est bizarre pour des afros de dire ça, le captif. Tu vois, le marché captif. Ouais. Et donc, mais même là, le marché captif, ils préfèrent faire de la pub, ça leur coûte moins cher avec les réseaux sociaux et leurs Bien trucs. sûr, bien Et sûr. les trucs, ça leur coûte moins cher. Donc c'est mort. Tu as... On m'a proposé de remonter une radio. Ouais. J'avais la possibilité de racheter une radio. Je me suis dit, c'est fini les radios à Paris. Et aujourd'hui, c'est fini? Parce que justement, là, tu Celles as qui un- existent, elles existent. Mais elles existent, elles appartiennent à des groupes. Non, elles je veux sont- dire, est-ce que la radio pour Claudie, Ouais, c'est fini? oui. Définitif. La radio, pour moi, c'est fini. J'ai commencé en janvier 84. J'ai terminé officiellement, si je puis dire, en rediffusion le 27 mars 2026. Gars, c'est une belle carrière. C'est une très belle carrière. Très belle Et carrière. sans interruption. Sans interruption et couleur tropicale. Institution, Mais autre oui. institution Mais oui. de ta carrière. Mais oui. Euh, Donc, je suis propriétaire du nom, puisqu'on parle business. Ouais. Moi, je suis propriétaire du nom de mon émission. Ah ouais. Ben oui, je suis le seul à RFI à avoir fait ça. Parce Mais que j'étais le justement, seul tu aussi. produis aussi cette émission. C'est parce que tu n'es Alors, pas uniquement. Ouais. C'est-à-dire que, alors oui, tu as un contrat. Je suis Enfin, tu producteur avais délégué. des contrats. Je suis c'est ça. producteur délégué. Tu avais un contrat de CDD Ouais. finalement du coup avec France Média. hein, Oui, ou, mais ce qui n'est pas normal. Hein. Oui, parce qu'on parle. 31 ans de CDD. Ouais, je crois que en termes de légalité, pas normal. c'est pas exactement ça, non. Mais du coup, donc 31 ans de CDD, mais en même temps producteur délégué, et avec le fait que tu aies déposé le nom. Oui. D'accord. Oui, et c'est pour ça que j'avais la possibilité de choisir les gens que je voulais parmi les chroniqueurs et chroniqueuses. C'est ça. Dont j'ai fait Dont partie t'as à un fait moment, partie. bien sûr. Pourquoi la fin de Couleur Tropicale? Parce Tu l'as expliqué déjà dans certaines interviews, mais maintenant, ce que je voudrais que tu me dises, c'est plus la partie. Donc, tes propos ont fait que tes prises de position ont fait que du coup tu as sur été mes réseaux sociaux. sur tes réseaux sociaux, Pas à tu la as été radio. mis de côté. Ouais. D'abord France 24, on Ouais. a eu d'ailleurs un passage où on avait discuté sur des émissions où j'aurais pu avoir un petit peu à ma place, mais moi ça me mettait dans une situation Ouais. qui me Mais dérangeait. j'aurais aimé que ce soit toi. C'est assez fou ça. Tu sais que je m'y attendais pas parce que Mais quand moi, j'aurais on aimé me que ce soit- propose de faire une émission que tu avais faite et qu'on me parle, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui mets le sujet. On me dit oui, mais on voit que tu connais Claudicia. Est-ce que ça te pose pas un problème? Je dis attendez, qu'est-ce que quoi? Ouais, ouais. Donc en fait là vous me Eh ouais. demandez de reprendre parce qu'il a pris des positions. Ouais. Ah non, là ça me pose un problème là. Mais Et donc là je t'appelle et tu me dis mais non, fallait pas le dire. Mais oui, parce que moi, que tu ailles toi, ça change tout pour moi. Ouais.
Mais tu vois, et pareil pour Couleur Tropicale. C'est-à-dire que je souhaite, j'espère que ce soit quelqu'un qui est pressenti et que ce soit cette personne-là. Ouais. Si c'est ça, je suis prêt à laisser le nom Couleur Tropicale. Si c'est pas ça, je repars avec mes affaires. Avec. Non, c'est Donc pour maintenant moi, la tu sais- partie business de la fin. Ouais. C'est-à-dire que là, tu es dans... Il y a des procédures qui vont... Ah ben là, ce sont les avocats qui parlent. C'est ça. Et là, c'est l'argent qui parle. Exactement. Alors parlons d'argent là-dessus. Là. Toi, tu fais cette émission pendant 31 ans. Ouais. Tu es donc dans un CDD flou. Oui, mais qui est requalifiable en CDI, évidemment. Ouais. Mais je suis en CDD parce qu'on a refusé de m'intégrer. Incroyable. Moi, je suis le seul. En quotidienne, je suis le seul à ne pas avoir été intégré. Là où tout le monde est intégré. Tout le monde a les avantages du CDI. Tout le monde a les avantages, même salarial, même en termes de salaire. Mais tu avais un certain nombre d'avantages quand même avec cette radio. Mais là, il y a quand même un sujet, c'est que on te dit Quel de avantage? partir. Si ce n'est l'avantage d'une certaine liberté. La liberté, c'est ça dont je De parle. faire autre chose. C'est ça. Oui, c'est ça. mais ce n'est pas moi qui suis au sein d'une société qui est en charge le respect de la législation du travail. Ok, je comprends. Et là, on est donc tu es sur une négociation, enfin sur un débat juridique. Oui. Toi, tu cherches à obtenir quoi en fait? Parce que c'est Aujourd'hui une forme de revanche que tu veux obtenir Non, sur le non, fait non, d'avoir non. été mis de côté. Qu'est-ce que tu cherches? Non, d'autant qu'il était question. Moi, je leur avais dit, il y a un moment où je vais devoir m'arrêter parce que j'aimerais bien qu'une personne qui prenne cette émission ait l'âge que j'avais lorsque j'ai commencé. Ouais. Même si lorsque tu reçois les Tiakola, tout le monde, t'es dans le truc parce que et les gars disent, waouh, t'es frais, ouais, et tout, ouais, le grand frère et tout, il est trop frais. Mais en réalité, toi, tu sais très bien que t'as pas le même âge qu'eux. Ouais. Tu sais très bien que ce sont les réflexes, c'est la passion, mais ce sont des réflexes professionnels qui expliquent que ça marche. Ouais. Mais tu sais très bien qu'à un moment, il va falloir que tu t'arrêtes parce que ça va pas le faire, quoi. Moi, j'ai pas envie je vais pas citer de nom, mais de gens que je respecte beaucoup dans le monde de la télé et de la radio, mais j'ai pas envie d'être ça. Ouais. Mais parce que j'ai d'autres ambitions, en réalité. On va en Et parler, c'est le dernier voilà, sujet voilà. du podcast. Donc, si tu veux, je comprends pas. Et il y a une peur, c'est cette fameuse commission parlementaire sur l'audiovisuel public qui, pour moi, a été du macartisme. Mais dès le début, je l'ai dit. On m'a dit, ouais, comment tu oses parler comme ça? J'ai dit, ça, c'est du macartisme. Ça, c'est un truc pour détruire le service public et permettre à l'extrême droite, qui est aux portes du pouvoir, même si leurs idées sont déjà dans la politique de l'exécutif, de demain ramasser les miettes et ramasser France 2, privatiser France 2 et fermer des médias de service public pour permettre à l'extrême droite ou la droite conservatrice, elle arrive au pouvoir, et bien grâce aux médias, de prendre la tête des gens et de se maintenir au pouvoir. Alors, qu'est-ce que toi, tu cherches à obtenir du coup Moi, de ce aujourd'hui- débat juridique moi, aujourd'hui, j'ai pas avec besoin. en particulier RFI? Très honnêtement, c'est juste une question d'argent. Ouais. Au moment où nous parlons, c'est juste une question d'argent. Mes avocates ont demandé quelque chose de précis et c'est ce que je dois obtenir. C'est beaucoup d'argent, mais tu sais, Et moi eux je veux te pas me proposent laisser... entre guillemets la moitié de Non, ce que ils toi ont- tu demandes. au début, si c'était que la moitié, ce serait gentil. Oh, waouh. Au début, ce qu'on m'a proposé, j'ai tellement rigolé. Et dans le même temps, c'est bizarre parce que Marie-Christine Saragosse, qui est la patronne de France Média Monde, donc RFI, France 24 et Radio Monte Carlo Doualia, les trois médias, c'est l'audiovisuel extérieur français, c'est quelqu'un, on se connaît depuis longtemps, on s'apprécie, mais c'est elle qui prend la décision contre moi. Les gens mais vraiment, c'est des gens, je les apprécie, on s'apprécie. Sauf que là, aujourd'hui, moi, je suis un affectif. Il faut que je sorte de l'affectif, il faut que je laisse les avocats décider. Les Parce avocats que me disent, faut finalement, arrêter eux, maintenant. ils sont sortis de l'affectif quand ils ont pris les décisions. Mais totalement. Ouais. Totalement. C'est comme les Américains et les Israéliens qui font des guerres préventives. C'est-à-dire en prévision de ce qui pourrait leur être reproché, on va se séparer de lui à cause de ses réseaux sociaux. Alors que ma force, c'est justement sur RFI, sur un continent, une Afrique francophone, qui dit ils en ont marre du narratif médiatique français. Ils ont leurs propres médias. Vous vous séparez de celui qui est encore un totem pour vous et qui permet à beaucoup de gens, c'est sur tous les réseaux, de dire moi j'écoutais encore la radio de temps en temps parce que tu étais là. Ouais. J'aurais pu faire un vrai scandale. J'aurais pu dire voilà ce qui se passe, voilà la réalité des choses. Est-ce que l'Afrique aujourd'hui a encore besoin du narratif médiatique français? Si oui, ces médias-là doivent s'adapter parce que j'étais le seul afro à faire une quotidienne alors que tu t'adresses à l'Afrique.
Si demain tu veux monter une radio corse, tu vas pas mettre des Antillais à l'antenne, tu vas mettre des Corses. Parce que tu as envie que tous les Corses écoutent. Bon. Et là, c'est pas le cas du tout. Tu vois, il y a toute une repli identitaire, une certaine mentalité logicielle dont je te parlais tout à l'heure. Et puis, si jamais, effectivement, l'Afrique n'a plus besoin de ces médias-là, les autorités des différents pays doivent prendre leurs responsabilités et puis peut-être demander à avoir des fréquences à Paris. La réciprocité, elle existe. Ok, d'accord. Bon, alors là, tu sais que c'est quand même quelque chose qui est de l'ordre un petit peu de l'utopie presque. Je dis, je joue le Candide. Ouais, oui. Non, et voilà. Alors justement, tiens, permets-moi une transition. C'est une fin très triste pour moi parce que je pensais pas terminer ma carrière où on me dise, pas la peine de revenir, on te paye. On met 1 mois de rediffusion pour que les auditeurs ne s'en rendent pas compte, mais ils s'en sont rendus compte. Bien sûr. Et après, faire un communiqué en disant « Oui, Claude Iciard, génial, extraordinaire, on veut faire une grande fête autour de Couleurs Tropicales parce que c'est une grande figure. » Alors que c'est pas ça la réalité. Il n'y a pas une partie de toi qui te dit « C'est dommage de ne pas faire la grande fête » ? Non, je veux pas la faire. Tu veux pas la faire ? Non. Et même Mais si même elle mon se équipe fait indépendamment ? Non, c'est fini. Moi, je suis comme ça, je coupe. D'accord. Est-ce que tu penses... C'est Tropic FM, par exemple. Ouais. Quand le conflit a vraiment, 2014, rien n'était réglé. La radio, pour moi, n'existait plus parce que je savais qu'il fallait en finir. Ok. C'est une radio qui, pour moi, n'existe pas. Donc il n'y aura pas de grande fête pour la fin de Couleurs Tropicales. Et RFI, ce sera pareil. Wow. Ça veut dire que ce sera terminé. Très bien. Je tourne la page, je n'écouterai jamais. Ce sera terminé. C'est terminé pour moi. Mais l'équipe de Couleurs Tropicales, Annabelle, Mathieu, tout le monde de Brittany, les chroniqueurs, chroniqueuses, tout le monde voulait qu'on fasse une fête. Et en disant, ouais, ce serait peut-être bien. Et au fur et à mesure que les jours passent, qu'ils voient comment ça se passe, je les tenais au courant de tout. Ils m'ont dit jamais. Rien, on fait rien du tout. On fera notre fête, nous, à la maison. Très très bien, on peut faire une fête au château d'Andricourt. Hein, Exactement. Tout peut Alors, je réserve. Il va falloir voir ça avec la famille, mais on peut gérer un truc, je connais quelqu'un. Moi aussi, il n'y a pas que toi qui as des relations. Oui. En plus, non, je pense qu'en tant que fils, mes relations sont... mais sauf que je connais ces gens-là avant toi. Ouais, mais quand même. Alors... Maintenant, j'aimerais qu'on puisse se parler d'un sujet ô combien important. Tu en as déjà un petit peu parlé, mais tu ne l'as jamais vraiment officialisé, si je puis me permettre. C'est tu es le père de ce qu'on appelle la génération consciente, qui est du coup initialement un mouvement de pensée, si je puis dire. Mais aujourd'hui, ça devient un mouvement politique. C'est ça. C'est un mouvement citoyen. Ouais. Certains le traduiront autrement, mais c'est un mouvement citoyen et qui... on n'a pas d'autre choix. Nous sommes aujourd'hui, je vais te dire, nous, Français, afro, métissés, ou ces gens qui ont un autre état d'esprit, nous sommes responsables souvent, et surtout les afros, les maghrébins et tout ça, nous sommes responsables de la montée de l'extrême droite en France. Parce que nous avons toujours été en dehors de notre devoir de citoyenneté. Parce que nous avons toujours été les communautés où il y a le plus fort taux d'abstention. Parce que nous avons laissé d'autres décider pour nous. Parce que nous avons été tellement inconséquents qu'on pensait que monter notre petite entreprise, notre petit ceci, notre petit cela, suffirait à nos vies. On a oublié nos enfants parce qu'on est souvent dans l'immédiateté en se disant « mais si moi je ne vois que moi, mais mes enfants, ce qu'ils vont subir ». Le mouvement Génération Consciente aujourd'hui, c'est un mouvement qui va juste dire, et le slogan est très important, pour que la République soit respectée de tous, elle doit être respectable pour tous. On rappelle aux responsables politiques qu'ils sont les garants normalement d'une France citoyenne et n'en ont pas été capables. Alors on va leur rappeler ce qu'est la Constitution et ce qu'est la citoyenneté et le républicanisme en France. Quelle est l'ambition de Génération Consciente? Est-ce que c'est une ambition locale, européenne, nationale? Est-ce qu'on peut parler d'un Claude Iciard candidat sur des présidentielles? De quoi on parle? Alors, l'ambition, elle commence par la France et les Outre-mer. Elle se veut européenne, puisqu'il y a 3 autres pays, la Belgique, l'Italie et l'Allemagne, qui sont déjà dans les starting blocks. Il n'y a pas pour moi, le mouvement, je ne le crée pas en disant « venez tous derrière moi, poussez-moi, j'ai des ambitions c'est pas je veux être présidentielles okay. ou législatives ». C'est juste, soyons des dizaines, des centaines à avoir le talent et avoir envie d'entrer en politique. Okay. Et je trouve ce qui s'est passé au municipal 2026,
c'est l'impulsion de ça. Mais je m'attendais, pour être honnête. Alors que moi, j'y ai pensé avant. C'est ça, parce que ça fait quand même un certain temps que tu m'en parles, même sur le plan personnel. Moi, je l'ai vu avant. Mais toi, pourquoi il n'y a pas eu de tête de liste? J'ai eu envie. Ouais. Pourquoi ça s'est pas fait? J'ai eu envie déjà en 2020 de partir sur une mairie de Vigneux-sur-Seine, où j'ai grandi. Ouais. Lorsque je l'avais annoncé sur mon Twitter, il paraît qu'à la mairie, parce que j'ai quelques espions à la mairie de Vigneux, des copains d'enfance, il y a eu une réunion extraordinaire, parce que les mecs se sont dit, si lui vient dans une ville où les afros sont légion, ça va être, il peut prendre la mairie, c'est sa ville, hein, voilà. Historique en tout cas. Et je me suis dit non, parce que des choses que je ne vais pas expliquer là, mais mon frère m'a dit, alors qu'il poussait, Eric, il m'a dit, il y a des choses qui se passent à Vigneux et ça va être difficile que tu mettes un terme à certaines pratiques. Ok. Donc il m'a dit, t'y vas pas. C'est pas le moment. Mais si c'est pas Vigneux, pourquoi pas une autre ville? Peut-être ce sera une autre ville à un moment donné, mais qu'importe. Le mouvement Génération Consciente, c'est pas un mouvement pour Claude Siard. Ok. C'est un mouvement pour un groupe de jeunes, de gens plus jeunes que moi, et qui ont tellement de talent qu'ils peuvent redynamiser ce pays eux-mêmes, avec toujours une idée, c'est que nous sommes d'ici et de là-bas, d'une terre d'origine. Ok. Cameroun, la Guyane, là, nous sommes d'ici et là-bas. Et ça, c'est notre force. L'échéance 2027? Alors, pour nous, là, on va, dans quelques jours, sera officialisé, là, tout est, de façon juridique, tout est déjà fait, sera officialisé Génération Consciente. L'idée, pour nous, évidemment, c'est 2027. Avec c'est des militants. Et oui, très clairement. Donc là, vraiment, le parti est monté. Oui, mais ce sont des réunions aussi, ce sont des moments. Le 3 octobre, on décide le samedi 3 octobre de lancer une grande manifestation, façon de dire, d'affirmer nos présents, qui s'appelle Tout le monde debout. Okay. C'est-à-dire que maintenant, c'est une mobilisation générale. Maintenant, on y va, mais on est dans le positif, on est dans le... et pour nous, notre religion, c'est l'humanisme. C'est ça, c'est-à-dire que beaucoup de gens diront du mouvement Génération Consciente, c'est un mouvement communautariste. Je rappellerai à tous ces partis-là que lorsque je vois la composition de leurs bureaux, de leurs électeurs en majorité, je peux estimer que c'est communautariste, parce qu'il n'y a plus de couleur ni de religion pour être français. Donc non, vous avez des Français qui ont décidé de se réunir autour des problématiques qui les touchent pour faire entendre leur voix. Lorsque vous avez Bali Bagayoko qui est élu à la tête de Saint-Denis-Pierrefitte, on a le sentiment que ce sont des étrangers qui ont voté pour lui. Si tu n'es pas français, tu ne peux pas voter. Bien sûr. Donc, sûr. Et c'est contre... Aujourd'hui, je pense que... Je vais dire quelque chose. Je ne suis pas un mec catastrophiste dans ma pensée, mais c'est très important. L'Europe est l'épicentre des pires crimes contre l'humanité, commis sur son sol et à l'extérieur de son sol. Dans les années 30, les publications comme Gringoire, comme Je suis partout, comme l'Action française, c'est du racisme, c'est du colonialisme. Ces médias-là, ce qu'ils distillaient, expliquent ce qui a été commis contre les juifs, les tziganes, les homosexuels, les handicapés, tout ça dans les chambres à gaz et toute la collaboration. Je ne dis pas que les mêmes choses vont se répéter. Mais la France est fin prête, les esprits sont fin prêts, parce que les médias sont là, parce que ce qui se dit, parce que la parole politique est une parole détestable, sont fin prêts à commettre de nouveaux crimes sociaux et peut-être des crimes de sang, et on l'a vu, il y a eu déjà quelques crimes de sang, mais peut-être à une échelle plus grande, contre une frange de la population européenne. Et là, il n'y aura pas besoin d'étoile jaune. Notre étoile jaune, elle est là. Ouais. Elle est sur notre tête. Et si on ne prend pas conscience de ça, eh bien, on attend que ça arrive. Et nous, Génération Consciente, on ne va pas attendre que ça arrive. On veut créer du rapport de force, une entité qui soit connue et identifiée de tous, pour qu'ils sachent que ces Français-là, aujourd'hui, ont décidé de vous dire, voilà comment la France peut devenir un grand pays. Parce que a-t-elle été un grand pays ? Moi, je ne le pense pas. Elle a été esclavagiste, elle a été colonialiste, elle a fait des guerres dans toute l'Europe. Napoléon était un salopard que tout le monde voulait pendre haut et court. Pour moi, la grande France, elle n'existe pas encore. D'accord. Mais elle peut exister. Et elle peut exister dans le respect de tous ses enfants. C'est ça, vraiment, Génération Consciente. Et si on ne fait rien, nous serons les responsables de nos propres échecs et de ce qui sera commis contre nous.
Il y a une personne un membre fondateur de Nagalisco qui aurait voulu être là aujourd'hui et qui du coup avait une question pour toi. Ouais. C'est une question vidéo, je te la montre de suite. Bonjour Claudie, Samir Hassani, membre fondateur de Nagalisco. Merci beaucoup pour l'opportunité de pouvoir poser ces questions qui me semblent extrêmement importantes. Et encore une fois, félicitations pour le lancement de votre parti. La question qui me tenait le plus à cœur aujourd'hui, en tant que personne d'une minorité ethnique aussi, et racisée, et de plein de couleurs, tous les mots que vous voulez, est-ce qu'aujourd'hui on peut son engagement politique en étant noir, en étant afro-descendant, et combattre les idées de l'extrême droite et de l'impérialisme sans être radical? Est-ce qu'aujourd'hui on peut concilier de combattre le système de l'intérieur, ou bien on doit être radical dans notre façon d'affronter l'extrême droite? Il y a une très plusieurs bonne choses question. que tu as envie de Ouais, dire par rapport à ce qu'il plusieurs dit. choses. Alors, première chose, il a employé le terme de racisé. Oui, Moi, je suis contre l'emploi de ce terme. d'accord. Je ne connais pas de peuple qui s'appelle racisé, et je ne connais pas de pays qui s'appelle le Raciland. Hein. Donc, mais c'est vrai, parce qu'on a été des gens de couleur, on a été les blacks, on a été issus de l'immigration, issus de la diversité, et je ne sais quoi d'autre encore. Et aujourd'hui, racisé. Racisé, c'est tout le monde ou personne. Voilà, c'est simple. Donc moi, je ne suis pas un racisé. Mais je comprends ce que... Je dis ça, mais Oui, je oui, comprends ce que cela veut dire et ce que ça sous-entend. Mais parce que d'autres, aujourd'hui, les gens d'extrême droite, puisque c'est la question, l'utilisent contre nous. C'est Oui, ça. il est racisé. Alors, et moi, lorsque je suis face à quelqu'un qui me dit « Oui, vous les racisés », je lui dis « M'appelle pas racisé, moi je ne suis pas un racisé. » Ok ? Je suis un afro-caribéen de la Guadeloupe, d'accord ? Et de nationalité française. Faut-il être radical aujourd'hui au regard de la situation ? On a parlé de repli identitaire, on a parlé d'extrême droitisation de la politique française, on a parlé d'un pays dont la composition du gouvernement est composée uniquement de Français et de Françaises blancs. Mhm. Dans un pays où il y a une telle diversité, c'est un problème. Faut-il être radical ? Je pense qu'il faut qu'il y ait une part de radicalité dans le propos, mais sans ne jamais dévier de ce que la Constitution française est et ce que la République offre comme perspective de possibilité de dénoncer et de bâtir. Ok. Je m'explique. La France est un pays extraordinaire pour ça, et tellement hypocrite dans le même temps. Il y a le terrain est là pour que chacun, quelle que soit la couleur de sa peau ou sa religion, puisse exister. C'est le truc de la laïcité, chacun l'interprète comme il veut, mais beaucoup l'interprètent avec leur petit racisme. Lorsqu'on me dit 1905, la séparation de l'Église et de l'État, et ceci, cela, et moi j'adore rappeler quelque chose aux uns et aux autres, je leur dis, savez-vous en quelle année a été construite la première mosquée en France ? Et où d'ailleurs ? Et là les gens font... Et je leur dis, à l'île de la Réunion, à Saint-Denis de l'île de la Réunion, en 1905. Waouh. Et là, tu as des gens qui... parce que beaucoup de gens ne connaissent pas leur histoire, des gens, Bien sûr. mais je parle de gens qui sont à la tête de l'État, qui ont en charge la destinée du pays et de chaque citoyen de ce pays. Nous, l'idée, c'est... Il faut être... dans les débats, lorsqu'on a créé l'esprit pour Génération Consciente et créé le mouvement, et les mots qui seront les nôtres, les éléments de langage qui seront les nôtres, beaucoup, par exemple, enfin certains, disaient oui, alors il faut bien dire, nous sommes ceci, nous sommes français, nous sommes républicains. Je lui dis, ça c'est terminé. Moi, j'ai pas à venir dire aux uns et aux autres que je suis le bon noir. Nous ne sommes pas de bons noirs. Nous ne sommes pas de bons français. Les Gilets jaunes se sont exprimés avec violence et de façon légitime. Nous, aujourd'hui, au regard de ce qui se joue, de ce qui est commis contre nous, nous n'allons pas être de gentils Français, mais nous allons être dans la légalité, mais avec une certaine radicalité dans le propos. D'accord. Du coup, est-ce que tu considérerais que... Est-ce que tu vas considérer que Génération Consciente est un mouvement d'extrême gauche ? Tout ça est tellement dévoyé. Lorsque j'avais 18 ans, 20 ans, je me considérais comme quelqu'un ayant un positionnement extrême gauche. Ouais. Mais c'était une autre époque. C'était les années 80. Aujourd'hui, et donc plutôt avec des idées de gauche, mais aujourd'hui, qu'est-ce que des idées de gauche et de droite veulent dire ? On nous dit l'extrême gauche.
Pour moi, LFI, c'est pas une extrême gauche, D'accord. c'est la gauche. Ok. Le NPA, c'est l'extrême gauche. T'as Et des du coup, mouvements. Génération Consciente, qu'est-ce que c'est? Nous, on est vraiment, on est au-delà de tout ça. On est vraiment au-delà des partis. Notre sensibilité, elle est évidente. Lorsque tu parles d'humanisme, lorsque tu parles du respect de la dignité humaine, lorsque tu parles de trucs, on sait bien qu'on n'est pas à l'extrême droite. Nous, la haine de l'autre, on ne sait pas ce que c'est. Dans notre mouvement, il ne peut y avoir un individu qui dit « Ah, moi, je ne suis pas raciste, mais j'aime pas les Arabes. Ouais. » Tu De toute dégages. façon, je suis pas raciste, mais généralement. Voilà, c'est le mec qui Ouais, de toute compte, façon, qui- exactement, tout ce qui est après le totalement. mec. Donc tu dégages. Mhm. Je suis pas raciste, mais j'ai rien contre les religions. Je suis chrétien, mais j'aime pas les juifs. Tu dégages. Donc, tu vois, ça c'est pour nous. Tu sais que c'est c'est l'ADN super de Génération important que tu le Consciente. dises, Ouais. parce que c'est un débat qui est dans le monde dans lequel on vit. En plus, c'est très compliqué, en particulier avec la situation actuelle. C'est facile de rejeter la faute, de détester l'autre par rapport à ses convictions, ce qu'il croit. Et puis, parfois, je peux aussi comprendre certaines personnes qui veulent défendre leur pays et même parfois des partis politiques. Tout le monde a le droit de voter pour qui il veut. Mais c'est important parce qu'il y a des personnes qui vont considérer que Claude Iciard est antisémite Oui, bien sûr. par rapport à tes prises de position. Oui. Et le fait que tu puisses aujourd'hui Contre l'État dire d'Israël. contre l'État d'Israël. Mais dans le même temps, Mais- je suis chroniqueur tous les 15 jours sur E24 News. Oui, oui. Mais justement, Si j'étais même antisémite, là-dessus, je pense mais que je le serais c'est pas. une bonne chose justement que tu puisses rappeler que justement dans Génération Consciente, si quelqu'un il dit moi tout ce que vous dites c'est génial, mais j'aime pas les juifs, Ouais. cette personne s'en va. C'est important de Tu dégages. le dire parce que il y a des personnes qui pourraient avoir justement un doute et je pense que l'un de tes combats, Ouais. ça va être aussi avec Génération Consciente de rassembler et de justement de pas pour ne pas être tarqué. De toutes les façons, on vous dira que vous êtes communautaire quoi qu'il Oui, arrive, de c'est toute sûr. façon. Mais justement, pour lutter face à ça, je pense que ce sera aussi important de rassembler et d'ouvrir les bras et de dire au côté, on n'est pas du tout dans un combat contre vous, on est justement dans un combat ensemble. Terry, je ne sais pas ce qu'est le racisme. Je ne comprends pas les gens qui jugent un individu sur son origine. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est une chance extraordinaire. Bien sûr. Moi, je me sens plus riche que les autres. Je dis, je ne comprends pas. Je ne juge pas les gens sur, moi, sur ce qu'ils font. Moi, t'es antillais, tu racontes de la merde, et j'ai en face de moi un blanc qui dit des choses qui... Toi, t'es mort, et moi, je suis avec le blanc. Let's go. Non, mais... Bien sûr, non mais tu vois ce que je veux totalement, dire parce que c'est C'est- le principe même de je travaille avec des personnes avec qui on partage des valeurs de travail et ensuite s'il peut y avoir un élément culturel, c'est un plus. Oui, alors, évidemment, tout le combat qu'on mène là, c'est un combat, donc Génération Consciente, et ce mouvement-là, évidemment, ce sont les afros qui vont se reconnaître dans nos revendications. Évidemment, lorsqu'on dit on n'accepteront plus d'être tous les jours insultés dans les médias et dans la presse, et qu'à chaque fois, vous aurez une action de notre part, c'est pas rien, quoi, tu vois. Nous, on sait ce que l'on défend. Mais on défend, et on le dit dans notre profession de foi, on défend la dignité humaine. Au-delà des couleurs de peau et des religions des uns et des autres. Aucun parti politique du centre, de droite ou d'extrême droite n'a cette phrase-là dans sa profession de foi. Aucun. Claude Iciard président ou pas? Je pense pas, sauf si les circonstances, parce que comme on dit, on ne naît jamais héros, mais on le devient. Mais moi, je vois dans le groupe, et je vois des gens que je rencontre, des femmes et des hommes qui ont un talent extraordinaire. Ouais. Des jeunes qui ont un talent extraordinaire. Et moi, je me pense à rêver en disant, ah, cette femme-là, cet homme-là, je pense qu'il pourra aller très loin en politique. Et donc, Génération Consciente doit être ça. Ok. Tu sais, quand à Couleur Tropicale, je propose à plein de jeunes de venir, comme toi ou d'autres, de venir et de s'exprimer, c'est parce que je sais les difficultés qu'ils ont alors qu'ils ont du talent. Ouais. Même si le talent n'est pas toujours très égal, tu vois, entre les uns et les autres, mais je sais qu'ils ont envie de faire ça. Et que je me dois d'être ça. Moi, je veux être un passeur dans ma vie. J'ai toujours voulu être un passeur et je veux continuer à être ça. Et au sein de Génération Consciente, c'est évident. Tu sais que j'ai un grand regret sur mon passage sur Couleur Tropicale, Ouais, dis-moi. c'est que j'avais essentiellement, parce que à ce moment-là de ma carrière, je faisais énormément de contenu cinématographique, c'est le fait de m'être cantonné à ça. Ouais. Tu sais que ça reste vraiment un vrai regret. Je me dis, purée, même si j'ai toujours ajouté des petites Oui, touches, t'as toujours mis des... mais je me dis, ça reste T'aurais un pu, regret. ouais. J'aurais pu, écoute.
Aujourd'hui, Regarde ce que je aujourd'hui, on y vais te est. dire, nous sommes là. Je vais te poser des questions et tu dois me répondre le plus rapidement possible Ok. et de manière courte. C'est promis. Promis? Je sais faire. La dernière fois que Je sais que faire. je t'ai dit ça, c'est quand je t'ai dit de faire un discours pour l'inauguration de Nagalisco. Je t'ai dit 4 minutes. Tu sais combien de temps tu as fait de discours? Combien? T'as fait 14. Quoi? T'as fait 14 minutes. Mais J'ai toi- la prise entière. Non mais Je lui ai dit 4 minutes. non mais j'étais encore à l'heure. C'est ça, c'est ça. J'étais à l'heure à l'heure de Cotonou. Eh ben écoute, là, on va voir du coup à quelle heure tu es. Une question que tu t'es toujours posée. Est-ce que je suis certain d'être l'homme que je suis? Ok. Très bien. Quel personnage historique tu incarnerais et que ferais-tu différemment? Mandela. Et tu ferais quoi différemment? J'essaierai de vivre un peu plus longtemps et de rester au pouvoir un peu plus longtemps. De quoi te sens-tu responsable? De ne pas avoir été suffisamment présent pour mes enfants, mes filles et garçons. Quoi? Ok. Très bien. Question suivante. Très bien, très bien. Qui pourrait jouer ton biopic sauf Denzel Washington? Il serait trop vieux pour le jouer. J'aimerais quelqu'un qui soit inconnu. Ouais, j'aimerais quelqu'un qui ne soit pas connu. Ou alors peut-être, ouais, quelqu'un qui soit inconnu, ouais. Ouais. Peut-être mon ami Gaël. Ouais. Ok. Si tu pouvais créer une loi demain, ce serait laquelle? Une loi qui criminalise tout propos, toute posture raciste et discriminante, mais avec une sanction qui disqualifie la personne durant 15 ou 20 ans de la vie publique. Waouh! Très bien. Quel élément de ta culture mériterait d'être dans le patrimoine de l'UNESCO? Ma musique, Zouk, Yes. parce qu'elle inspire tellement de musique à travers le monde et on n'ose pas dire Zouk. Alors mettez-la, inscrivez-la au patrimoine immatériel de l'UNESCO, que l'on remette les pendules à l'heure et que justice soit faite. Ton unpopular opinion business. Mon homme populaire? Unpopular, ouais. Quand tu dis ça, c'est quoi? C'est la vraiment oui, la personne- une phrase que tu. Oui, une que phrase, les oui, gens oui, ne sont c'est pas ça, forcément d'accord avec toi, mais Oui, toi, oui. tu es convaincu c'est ça. que c'est ce qu'il faudrait faire. Parce que tu as dans voulu le faire un business. truc en anglais. Oui, mais excuse-moi. Oui, pas non plus. Tu ne comprends pas le. Non, Si, un petit peu. You don't speak. Ne soyez jamais dans le regard de l'autre ce qu'il pense que vous êtes ou qu'il voudrait que vous soyez. Essayez d'être vous-même. Et c'est quoi la qualité ou les qualités requises d'un bon collaborateur business? Être capable de dire la vérité à celui qu'il seconde et qu'il dit respecter. Claude Siard, merci beaucoup d'être Merci, venu Terry. sur Nagalisco. Merci d'être qui tu es sur l'aspect professionnel mais également personnel, parce que je sais que c'est tu sais à quel point c'est important pour moi ce club. Tu as accepté d'être notre parrain, tu as accepté de venir aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Et de parler 14 minutes au lieu de 4. Et là, je pense qu'on devait faire 40 minutes, on a fait 1h30, super, génial. Eh ben écoute, on est arrivé sur la fin du podcast. C'était cool. Merci beaucoup, c'était très 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 cool. Ouais, Merci génial. beaucoup, restez fiers, qui que vous soyez, où que vous soyez, restez fiers. Super. Et c'est coupé?